Ici Radio ECAM, bonjour à tous et merci à vous de nous écouter. On se retrouve aujourd'hui pour notre premier podcast de l'année de la rentrée 2024 et pour l'occasion, nous retrouvons le club YEL. Alors tout d'abord, je me présente, je suis Carole Briard, présidente du club Radio ECAM et je suis accompagnée par Romane. Bonjour, je suis Romane Voineau, investigatrice et chroniqueuse de Radio ECAM. Alors nous avons avec nous 2 membres du club YEL que je vais laisser se présenter. Bonjour, moi c'est Zoé Maury, je suis la présidente du club. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Véraud et je suis membre polyvalent du club. Alors, pour vous expliquer un peu le concept, nous avons devant nous des questions que nous avons nous-mêmes créées ou que le public nous a posées. Et donc petit à petit, nous allons les poser aux membres du club YEL qui sont là aujourd'hui. On s'excuse d'avance si on n'utilise pas le vocabulaire approprié. Vous êtes là aussi pour nous partager vos connaissances, pour nous en apprendre un peu plus sur le sujet, sur les questions qu'on va vous poser. Donc voilà, on espère que ce podcast va vous plaire et on vous laisse donc avec le podcast Radio ECAM et YEL ECAM. Donc on va commencer. Voici la première question. Que signifie YEL ? Quel est le but du club et pourquoi existe-t-il ? Ok, donc YEL, le nom a été choisi par les fondatrices parce qu'elles voulaient donner un nom inclusif au club. Et YEL, c'est le pronom non binaire qui peut se résumer par la contraction des pronoms masculins et féminins il et elle, et donc le pronom le plus inclusif dans la langue française. Ensuite, le but du club. Du coup, c'est un club inclusif anti-discrimination. On aborde pas mal de sujets, comme le sexisme, le racisme, la santé mentale, les causes LGBT. Et le but, c'est d'ouvrir la parole, d'informer et surtout de créer un espace d'échange où tout le monde puisse s'exprimer dans un environnement le plus inclusif et agréable pour tout le monde. Donc pour ça, on fait une multitude d'événements. Donc on peut faire des conférences, on peut faire des ciné-discussions, on fait des choses surtout en fait avec les autres clubs. On essaye d'avoir un club assez transversal, notamment avec vous, là, ce qu'on fait. On a fait aussi un atelier avec le club Beaux-Arts sur la perception de soi. On a fait une course avec Running ECAM l'année dernière. Et voilà. Et je sais plus c'était quoi la dernière question. Pourquoi existe-t-il ? C'est un sujet de société qui touche un peu tout le monde et surtout les milieux scientifiques où on sait que les discriminations, qu'on le veuille ou non, sont quand même pas mal présentes. C'est un métier majoritairement masculin, assez peu de diversité. Et donc c'est aussi de libérer la parole sur ces sujets-là. Oui, on veut donc aborder les sujets dans l'ingénierie, mais aussi dans la société en général, parce que c'est très lié. Et puis au final, on va tous vivre en société. Donc je pense que c'est important d'être en connaissance de ces sujets-là et de pas être fermé aux problèmes qui peut-être nous impliquent pas directement, mais qui impliquent forcément quelqu'un dans notre entourage. Super, merci beaucoup. Donc on vous suit régulièrement, on vous voit sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. On a un peu étudié les sujets dont vous parliez dans le club et on a pu voir que vous aviez récemment posté une information pour que les gens sachent la différence entre sexe et identité de genre. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur ce vocabulaire ? Alors, sexe et identité de genre, c'est complètement différent. Et c'est pas si vieux qu'on utilise le terme de genre et d'identité de genre, ça remonte au milieu du XXe siècle. Et en fait, identité de genre, c'est là pour mettre en évidence les rôles genrés qu'on a dans notre société, comme par exemple la femme à la cuisine qui s'occupe des enfants et les hommes au travail ou les hommes à la guerre. Ce que notre société déconstruit de plus en plus. Et du coup, l'identité de genre, c'est pour démontrer ton appartenance à un groupe genré, donc par exemple homme, femme, et il y a une multitude d'identités de genre à laquelle tu peux t'appartenir, alors que le sexe, c'est plus binaire, même s'il y a différents sexes. Les plus connus sont hommes, mâles et femelles, mais il y a aussi des intersexes et il y a des intersexes. Voilà. Ce qui est important de souligner, c'est que l'identité de genre, elle a absolument rien à voir avec le corps. C'est vraiment une décision sociétale, c'est de la sociologie, c'est pas biologique. C'est un choix, c'est où est-ce qu'on se reconnaît le plus dans le spectre du genre. Et pourquoi est-ce que vous dites identité de genre et non juste le genre ? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux termes, comme il y a une différence avec le sexe ? C'est peut-être pour être plus précis. Ouais, je pense que ça pourrait être plus précis.
Parce que c'est vraiment la notion d'identité et on veut vraiment appuyer sur le fait que c'est quelque chose qui... On choisit de se définir par ça. Et ça on ne naît pas avec, ce n'est pas biologique comme tu l'as dit. Ça nous est imposé dès la naissance en fonction de notre sexe biologique, mais ça reste quelque chose qui est de notre ressort. D'accord. Quand on prend conscience de ça. Donc, troisième question, par rapport à ce qu'on a pu voir sur votre compte Insta et par rapport à vos événements. On a vu que vous parlez du gingembre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ? Alors le gingembre, c'est un petit bonhomme en pain d'épices. Bon, après, ça peut se représenter de différentes manières. Il y a aussi des licornes qui existent. Mais du coup, il est là pour représenter la différence entre 4 choses qui sont l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre et le sexe biologique. Donc le sexe biologique, on en a déjà parlé, c'est à la naissance, on définit ton sexe, donc garçon ou fille. L'identité de genre, c'est aussi, on en a déjà parlé, c'est comment tu définis ton genre. L'expression de genre, c'est comment tu expresses ton genre. Donc, par exemple, il y a des hommes qui peuvent se considérer hommes et qui vont mettre par exemple des jupes ou du maquillage. Donc ça, c'est de l'expression de genre. Et c'est pas lié directement au genre. Et l'orientation sexuelle qui est... l'orientation sexuelle, je pense que tout le monde connaît le terme. Ouais, c'est important aussi la distinction de mon genre choisi n'est pas forcément la façon dont je l'exprime. Je peux me considérer comme un homme cisgenre et avoir une expression de genre très féminine ou inversement. Ça a vraiment peu de choses à voir, ça reste encore une fois un choix, quoi. Ça se représente aussi beaucoup chez les personnes non binaires qui peuvent avoir un style androgyne, donc entre les deux, entre filles et garçons, mais aussi avoir un style très masculin ou un style très féminin qui ne définit pas leur genre. Et vous, personnellement, est-ce que dans votre vie de tous les jours, quand vous en parlez, est-ce que vous utilisez ce vocabulaire-là et vous faites attention à quels mots vous utilisez parce que pour vous, ça a un gros impact sur la signification. Oui, moi, du coup, ce que j'essaye de faire, c'est de ne pas imposer ma vision et mon expression de genre sur la personne en face. Par exemple, première réunion avec elle, j'ai demandé le pronom de chacun et chacune, quand on faisait le tour de table en tout cas. Et je fais attention aussi quand j'utilise des adjectifs genrés, mais il y en a beaucoup en français, d'utiliser les deux, ou même là quand j'ai dit chacun, chacune. Au début, ça peut être un effort, ça peut sembler comme un effort, mais après ça vient très naturellement. C'est comme apprendre à écrire, quoi. Ok. Pour moi, oui, j'y fais attention. Si quelqu'un vient vers moi et me dit que, comme elle a dit, on a demandé les pronoms de chaque personne du club au premier meeting. Du coup, tu sais comment t'adresser à la personne et là, faut faire... Fais attention. Ouais, faut faire attention. Il faut prendre en compte aussi ce que ressent l'autre personne. Si l'autre personne veut et se considère comme ça, faut que toi, tu la considères comme ça parce que c'est pas à toi de définir la personne. Après, moi, dans ma vie de tous les jours, j'utilise énormément les pronoms, on va dire, les pronoms classiques comme il et elle. J'utilise peu le pronom il. Mais je pense que c'est un effort aussi qu'il faut savoir faire avec si la personne le demande. Ok. Et moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez déjà fait face à quelqu'un qui en a voulu à quelqu'un d'autre de ne pas l'appeler par le bon pronom ou qui en a voulu à quelqu'un d'autre de ne pas utiliser le bon vocabulaire approprié ? Souvent, ça va pas donner à des scènes très houleuses où la personne va crier « Ouais, tu m'as pas appelé par le bon pronom », mais c'est une violence indirecte qu'on impose à la personne. Je pense ce qu'il y a le pire, c'est de la blesser sans s'en rendre compte. Par ta mauvaise écoute ou... je préfère penser que c'est pas par manque d'empathie, mais que c'est plus un problème d'écoute et de compréhension. Mais c'est que même si la personne te le dit pas, tu vas la blesser quand même. Parce que c'est comme si je t'appelais et je faisais hey, « Benjamin, comment ça va aujourd'hui ?» Enfin, tu vois, c'est la même chose. C'est comme connaître le prénom de quelqu'un, c'est important. Connaître la façon dont il ou elle s'identifie, c'est tout aussi important. C'est un manque d'attention. Ouais, on s'en rend sans doute pas compte. Je préfère penser ça. Ouais. J'espère aussi. Ouais, exactement. Et c'est... se tromper la première fois, c'est normal et ça peut arriver à n'importe qui. Mais à partir du moment où la personne te le dit, tu dois faire un effort. Et sinon, c'est de l'acharnement. C'est juste de la méchanceté. Mais moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'est énervé parce que à la première interaction avec quelqu'un d'autre... Est-ce que vous pensez que l'orientation sexuelle a un impact sur l'intégration sociale ? Oui, moi, je pense que l'orientation sexuelle a un impact sur l'intégration sociale, surtout si elle est très marquée, si on peut la voir... j'arrive pas à... Il y a des clichés voilà. Sur la façon dont une certaine orientation sexuelle va s'exprimer.
Par exemple, si on voit une personne, une femme, exprimer son genre de manière très masculine, on va se dire ah bah c'est une lesbienne, et à l'inverse, si un homme s'exprime de façon très féminine, on va dire ah c'est un homosexuel. Donc il y a ces clichés-là déjà qui peuvent segmenter les relations sociales. Ouais. Et ça arrive aussi au moment de... Quand la personne fait son coming out, que des personnes qui ne sont pas prêtes à l'entendre ou à l'accepter le rejettent complètement socialement. Donc oui, je pense que pour certaines personnes, ça peut avoir un lourd impact social. Puis il y a beaucoup d'insultes qui tournent autour de ça aussi, même si j'imagine que la plupart des personnes qui les disent, c'est pas dans un but violence d'orientation sexuelle, mais ça reste dans le vocabulaire courant. Ouais. Du coup, par rapport à ce que vous disiez, est-ce que vous avez des solutions pour améliorer cette intégration sociale, ou est-ce que, je suppose que aussi créer un club Yale, par exemple à l'ECAM, ça peut être un moyen pour certains de faciliter cette intégration sociale, le fait d'en parler, etc. Est-ce que vous voyez des solutions? Comment est-ce que vous voyez la situation évoluer? Est-ce que vous pensez que depuis des années, ça s'améliore? L'intégration se fait plus facilement? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est sociétal. Et que par exemple, notre génération, elle l'est moins que les générations précédentes. Et les générations futures le seront aussi probablement moins, en tout cas, j'espère. Je pense que c'est énormément dans l'éducation, dans ce qu'on nous a enseigné. Et notre club a aussi pour but pas d'éduquer, mais oui, un peu d'éduquer, même si c'est peut-être un petit peu... De sensibiliser. Ouais, de sensibiliser. Et à travers la sensibilisation et l'éducation, c'est comme ça qu'on enlève les stéréotypes et les préjugés qui poussent à parfois la haine et la violence. Parce que c'est des personnes qui ont toujours existé et qui existeront toujours. C'est juste qu'avant, soit elles risquaient de mourir, du coup elles parlaient très peu, soit elles parlaient et on les tuait. Donc forcément, on les entendait moins. Et depuis le milieu du XXe, c'est aussi des gens qui ont une présence plus importante dans la société. On peut citer 1969 pour la première Pride, qui était quand même un événement conséquent dans les luttes, de montrer au grand jour que ces personnes existent et que c'est pas honteux, et que c'est pas une maladie, c'est quelque chose qui est là et qui va le rester. Ouais, parce qu'à l'époque de la première Pride, l'homosexualité était encore pénalisée dans la loi. Et en fait, il y a des flics qui faisaient très souvent des descentes dans un bar gay très connu aux États-Unis. Je ne sais plus dans quelle ville c'était. Les personnes de ce bar, donc des personnes trans, homosexuelles, se sont rebellées et ont combattu la police. Et du coup, c'est à partir de là la première Pride. C'est parti de vraies revendications politiques. Parce que maintenant, on peut dire que la Pride, c'est un peu festif. Enfin, ça a toujours été festif, mais maintenant... Bah, moi, j'entends beaucoup de gens dire pourquoi vous avez encore la Pride, vous êtes complètement accepté en France. Déjà, ce qui est premièrement faux. Et deuxièmement, la Pride, elle a aussi à revendication politique et pas seulement à faire la fête. Donc, est-ce que toute personne qui est LGBTQI+, d'ailleurs, on va sans doute vous demander ensuite ce que ça veut dire pour notre public, est-ce que toute personne LGBTQI+, a encore, à l'heure d'aujourd'hui, des choses qui lui sont refusées? Est-ce qu'il y a encore des lois contre ces personnes? Est-ce que elle n'est pas pleinement libre autant qu'une personne hétérosexuelle? Non, il n'y a plus de lois qui sont discriminantes envers les personnes LGBT. En tout cas en France. En tout cas en France. Ouais, je parle de la France, bien sûr. La dernière loi qui a été faite, c'est en 2016, la loi de simplification du changement d'état civil. Donc ça, c'est pour les personnes qui souhaitent changer de genre ou de prénom. Et du coup, dans les lois sont plutôt OK. Il y a d'ailleurs des lois qui sont antidiscriminantes et qui touchent un nombre assez élevé de groupes discriminés, comme par exemple les LGBT ou les femmes. Mais ça reste quelque chose qui est très ancré socialement. Et comme disait Alexandre plus tôt, c'est quelque chose qui va prendre du temps à s'ancrer dans les réflexions naturelles et automatiques. Oui. Donc ça part de l'école, etc. Là, il y a des gros débats en ce moment sur est-ce qu'il faut en parler à l'école primaire. Il y a deux camps. Il y a le camp des gens qui ne sont pas concernés. Il y a le camp des gens qui sont pour justement montrer qu'il y a autre chose que l'hétérosexualité, qu'un papa et une maman, etc. Et qu'il y a autre chose que d'être une fille ou un garçon. Et à l'inverse, il y a des gens qui pensent que c'est montrer la sexualité trop tôt aux enfants, que c'est violent pour eux, donc il y a tout un débat là-dessus. Ça reste quand même quelque chose qui, certes, dans quelque chose de législatif,
s'est pas agi dessus, mais la réalité, si, c'est toujours quelque chose où on se fait discriminer. Oui, parce que même s'il y a des lois anti-discrimination, c'est pas pour autant qu'elles sont bien appliquées. Est-ce que vous pouvez expliquer du coup un peu plus le vocabulaire à utiliser? Parce que même nous, on n'est pas trop au point. Donc par exemple, qu'est-ce que être transgenre et pourquoi on n'utilise plus transsexuel par exemple? Du coup, transsexuel, c'était le terme avant, quand c'était encore pénalisé. Et comme on l'a expliqué au début, la sexualité, c'est différent du genre. La transidentité, c'est pas une sexualité. Donc c'est aussi cette précision-là. Donc on dit transidentité, transgenre. Et être une personne transgenre, c'est une personne qui fait une transition de genre, qui passe de fille à garçon, de garçon à fille. Et voilà, je crois que c'est bon. Ouais, et la transition, ça peut se décliner sous plein de façons différentes. Il y a l'opération pour changer son appareil génital, il y a la prise d'hormones. Parfois même, il n'y a pas vraiment de réelle transition. Leur expression de genre est d'un des deux genres, et leur identité de genre, c'est l'autre. Ok, donc ce n'est pas obligatoirement une transformation physique, ça peut être juste ses envies à lui et comment est-ce qu'il l'exprime. Exactement. Ou à lui ou à elle, d'ailleurs. Ou à elle. Là, tout à l'heure, moi, j'ai dit toute personne LGBTQI+, ou alors toute personne qui n'est pas hétérosexuelle. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les termes, du coup, LGBT et queer? Ok. LGBT, c'est un acronyme. Du coup, c'est lesbienne, en anglais, lesbienne, gay, trans, oui, bisexuel, Q, donc queer, I, intersexe, A, asexuel. Puis en vrai, on met le plus parce qu'il y a plein d'autres choses. Okay. Tout le monde a son drapeau, tout le monde a ses codes, tout le monde a sa communauté. Et ces communautés, elles sont surtout là pour montrer aux personnes qui appartiennent à différentes orientations sexuelles, orientations de choix de genre, qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a quelqu'un qui est comme eux ou comme elles. Okay. Oui, parce qu'avoir un groupe dans lequel tu te sens appartenir, c'est important quand tu ne te sens pas appartenir au groupe majoritaire. Et du coup, pour définir queer, queer, à la base, c'est une insulte qui a été dite par des détracteurs du mouvement LGBT. Et en fait, le mouvement LGBT l'a reprise pour dire vous avez créé une insulte, et nous, maintenant, c'est notre nom. On va en faire notre force, quoi. Voilà. On utilise la critique pour se défendre. On a une question. On sait, en tant que club, nous aussi, on sait que des fois, le public n'est pas toujours attiré par nos événements. Des fois, on manque de monde. Des fois, on se plaint du fait que des élèves ne viennent pas, ne semblent pas intéressés. Donc là, on a une question, c'est si je ne me sens pas intéressée par les discriminations raciales ou genrées, donc ça veut dire si cette personne ne vient pas aux conférences que vous proposez, si elle n'ose pas en parler, est-ce que vous pensez que c'est parce que cette personne n'est pas concernée donc par ces problèmes-là? Enfin, ces problèmes. Est-ce que cette personne donc est hétérosexuelle, je suppose? Est-ce que c'est parce qu'elle ne se sent pas légitime d'en parler parce qu'elle ne l'est pas? Est-ce que c'est parce que ça ne l'intéresse pas? Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas cette connaissance, elle n'ose pas venir? Est-ce qu'elle a peur de ne pas utiliser le bon vocabulaire? Enfin, pour vous, en gros, pourquoi est-ce qu'une personne n'agirait pas comme vous le faites? Pourquoi est-ce qu'elle ne se sentirait pas intéressée par le sujet? Déjà, nos événements, il faut aussi avoir le temps de venir. Il faut l'envie, certes, mais il faut surtout avoir le temps. On a tous nos emplois du temps, etc. Je pense pas que notre identité de genre, notre sexualité dirige nos intérêts. C'est vrai qu'on peut être plus ou moins intéressé par la discrimination. Nous, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est pour ça qu'on a le club. Mais c'est pas parce que quelqu'un vient pas à nos événements que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est étranger ou opposé à la cause. C'est juste que des fois, il y a des sujets qui intéressent plus ou moins. C'est peut-être l'activité qui leur convient pas. C'est peut-être que nous aussi, on a mal communiqué. Enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Je pense pas que ça soit aussi segmenté. Enfin, c'est comme pour tous les clubs, finalement. Ouais, je pense que c'est dur de se mettre à la place de quelqu'un pour dire il n'est pas venu pour cette raison. Je pense qu'il y a des gens qui ne se sentent pas concernés par les discriminations aussi et qui, je pense, ne les voient pas parce que justement ils n'en subissent pas et tant mieux pour eux. Et ça veut pas dire qu'ils sont c'est des détracteurs, ça veut juste dire que ça ne les concerne pas vraiment, du coup ils sont pas autant investis que nous. Et je comprends totalement. Il y a plein de causes dans lesquelles je suis pas investi parce qu'elles m'impactent moins. Elle t'impacte pas. Moi je suis pas dans l'équipe de foot, tu vois. Parce que je me sens pas très. Enfin, tu vois, pas
trop. Et puis même Ok. si ça m'intéressait, même si j'étais pas dans l'équipe de foot, ça voudrait pas dire que j'aime pas le foot. Ouais, voilà, c'est important d'être éveillé, enfin, de savoir que ça existe, mais après, être hyper cultivé, connaître tout le vocabulaire, c'est pas un must, je pense. En continuité un peu de la question d'avant, suis-je légitime, par exemple moi, de parler de sujets de votre club si je n'ai aucune connaissance ni vocabulaire approprié dans ce domaine? Bah, tout le monde est légitime. C'est pour ça qu'on veut faire le club le plus inclusif possible. C'est pour montrer que la légitimité, elle n'a pas de forme, elle n'a pas de nom, elle n'a pas de genre, elle n'a pas de sexualité. C'est que chacun peut parler du sujet qui lui convient, tant que ce n'est pas violent pour quelqu'un autour. S'il y a quelqu'un qui vient dire un truc hyper misogyne, hyper raciste, personnellement, je vais pas être hyper heureuse d'entendre ça, et je pense que d'autres personnes aussi, mais en soi, tout le monde peut parler de ces sujets. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un master ou un doctorat en études de genre pour parler par exemple du genre. Enfin, nous, en tout cas, on n'en a pas fait, quoi. Ouais, carrément. Même si t'as pas le vocabulaire, tu peux quand même discuter et t'intéresser. Et puis si quelqu'un se sent blessé parce que t'as dit, c'était pas ton intention, du coup tu lui demandes comment tu devrais exprimer ce que tu viens de dire autrement. Et elle va te dire, bah moi c'est comme ça que je pense que c'est le mieux. Et après c'est de la communication et c'est aussi comme ça que on grandit et qu'on apprend mieux. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des conférences. C'est pour justement ces personnes qui peut-être ne se sentent pas légitimes à prendre la parole et à poser des questions, soit viennent apprendre du vocabulaire ou apprendre sur un sujet, soit justement peuvent aller poser leurs questions à une personne qui, elle, est vraiment en capacité de leur répondre. En tout cas, j'estime plus que nous au club. Par exemple, là, on a fait une conférence sur le genre. On s'y connaît un peu. Charlie, l'intervenant qui est venu, c'est son métier. Donc lui, il aura vraiment les bons termes, il saura vraiment expliquer à chacun et chacune les questions, enfin les termes, les combats, l'histoire. Enfin, il y a vraiment, c'est un sujet très très riche. Et par exemple, Charlie justement se connaît bien en sociologie et en histoire et il nous a appris plein de trucs. Enfin, moi j'ai appris plein de trucs pendant sa conférence alors que je suis là, genre. Enfin, Ouais. Je suis même au club hier. Non, mais je suis pas genre. C'est pas parce que je fais partie du club Yale que je connais tout ce qu'il y a à savoir sur le genre et la sexualité et sur comment l'appréhender. Et pour ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous faire juste un petit résumé de ce qu'était cette conférence et de qui est ce Charlie, du coup, parce que vous en parlez, mais pour ceux qui n'ont pas pu venir. Alors, Charlie, c'est un intervenant qui est bénévole au foyer LGBT de Lyon, donc dans les pentes de Croix-Rousse. C'est aussi quelqu'un qui fait partie de la commission d'organisation de la Marche des Fiertés à Lyon. Donc la Pride, il fait partie des organisateurs. Et c'est quelqu'un donc, qui a étudié le sujet du genre, l'histoire du genre, la sociologie derrière le genre, etc. Et du coup, qu'on a contacté pour faire une conférence et qui a eu la gentillesse d'accepter de nous partager son savoir. Et du coup, pendant cette conférence, il a parlé des préjugés que tout le monde pouvait avoir. Et c'était très interactif. Il a parlé du coup des préjugés, des faits. Et après, il nous a fait du coup une petite timeline sur les grands événements qui sont liés à la communauté LGBT. Et c'était extrêmement intéressant. Il a extrêmement bien répondu sur plein de sujets. On a parlé de beaucoup de sujets. Lundi prochain, il y a la partie 2. Donc. Alors, maintenant qu'on a fait des questions plutôt théoriques, on a une dernière question qui porte plutôt sur votre expérience personnelle. Donc, c'est à vous de vous sentir ou non d'en parler ou pas. Ça va peut-être aussi permettre aux auditeurs de se retrouver dans certaines situations, de se rendre compte de quelque chose. Ils vont peut-être pouvoir s'identifier, je ne sais pas. La question est, avez-vous personnellement été victime de discrimination dans la vie quotidienne, au travail, pendant un stage ou plus? Je suis une femme et c'est déjà suffisant pour se faire discriminer apparemment. Bien sûr, le harcèlement que tout le monde connaît dans la rue, dans les transports, etc. Aussi au travail, dans un internat. Je me suis fait suivre jusqu'à chez moi. La première fois que je me suis fait suivre jusqu'à chez moi, j'avais 11 ans. Touche de manière inappropriée dans la rue. Il y a tout ça, quoi. On m'a déjà droguée aussi en boîte de nuit. Enfin, ça reste des violences qui arrivent et juste se présenter comme une femme, c'est suffisant pour être avoir des victime de violences. discrimination. Moi, je suis un homme cisgenre homosexuel et ouais, j'en ai déjà eu des insultes, pas fréquemment, mais c'est déjà arrivé. Et aussi, lors de mon coming out, j'ai certaines personnes qui m'ont un peu pas maltraité, mais qui soit n'ont pas compris et du coup qui sont éloignées de moi, soit qui m'ont clairement fait savoir qu'ils trouvaient ça bizarre ou contre nature et du coup, voilà. Vous pensez qu'Internet a eu quel impact sur la société en général, LGBT ou même extérieure ? Internet, je pense que ça a eu un effet quand même pas mal bénéfique pour justement
montrer que ces communautés existent ou créer justement un sens de communauté autour de ça. Après, Internet, ça a quand même cette capacité à segmenter les opinions dans les extrêmes, des fois qui reflètent pas trop la réalité. Mais je pense que ça a permis à pas mal de gens de peut-être mieux comprendre ce qu'elles traversaient, de se sensibiliser à un vocabulaire qui était pas tellement accessible avant Internet. En tout cas, moi je m'en souviens quand on était petits, parce qu'on a tous le même âge, dans les années 2000-2010, à part gay, lesbienne, moi je connaissais rien d'autre. Maintenant, il y a quand même des termes qui sont un peu plus grand public. Donc ça, pour moi, ça a été pas mal bénéfique. Moi, je suis assez d'accord. Je pense que Internet a été plutôt bénéfique pour plein de mouvements. Je pense qu'on va prendre l'exemple de MeToo, qui a libéré la voix de plein de femmes. Mais c'est sûr qu'Internet, ça a aussi plein d'aspects négatifs. Mais ça, c'est pas uniquement impactant pour la communauté LGBT ou d'autres communautés. C'est juste que l'anonymat existe. Et du coup, la haine gratuite existe encore plus facilement que dans la réalité. Mais je pense que si on prend au global, ça a quand même eu un impact positif. Parce que ça a répandu encore de manière plus rapide le mouvement. Oui, ça censure moins l'information, quoi. Enfin, on croit. Quel conseil donneriez-vous à un élève, écamien ou non, qui aujourd'hui est victime de discrimination pour en parler? Est-ce qu'il peut venir vous voir? Quels moyens est-ce qu'il a à l'ECAM pour être aidé? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense déjà en parler à ses proches, sa famille, ses amis, essayer de se faire accompagner. Nous, bien sûr, cette personne peut venir nous voir, hein. Il n'y a pas de souci, on peut peut-être lui donner des démarches un peu plus, légales. Mais moi, je penserais plus à aller voir Lydie, par exemple, ou Cyrielle. Et surtout, si ça va jusqu'à l'extrême, porter plainte, ou du moins main courante, pour qu'il y ait un dossier qui se fasse constituer. Parce que c'est pas normal de subir ces choses-là. Ouais. Comme le disait Alex, il y a des lois, normalement, qui doivent être appliquées. Il y a 2 psychologues sur le campus. Si au besoin, il faut aller les voir sans hésiter. Est-ce que vous pensez, par exemple pour les personnes qui nous écoutent ou d'autres personnes, pensez-vous que certains aimeraient rejoindre votre club, aimeraient peut-être le reprendre, mais ont peur, ne se sentent pas légitimes, ont cette peur de ne pas assez s'y connaître? Quel message voulez-vous faire passer aux élèves pour que... Voilà. J'espère qu'il y a des gens qui veulent reprendre le club, parce que je pense que c'est un club qui est important quand même d'avoir dans une école, parce que on fait des choses qu'aucun autre club ne fait. Comme j'ai dit au début, on essaye d'avoir une approche très transversale, donc on va pas faire des activités très déterminées, mais on va parler de choses qui nous touchent toutes et tous. Je pense que oui, le truc de légitimité, c'est quelque chose qui revient pas mal, et vraiment, je tiens à rassurer tout le monde, il n'y a pas un examen d'entrée. Pour rentrer dans le club, il faut juste venir et même si au début on se sent pas trop motivé à faire de la com ou organiser un événement, c'est ok, juste de venir écouter, de discuter, etc. Enfin nous c'est ce qu'on veut, on veut que les personnes qui viennent nous voir se sentent à l'aise de discuter avec nous. Et après si ces personnes veulent faire des actions dans le club, organiser quelque chose, des idées à nous proposer ou même à réaliser, c'est avec plaisir, mais il n'y a pas de règles. Ouais, de règles ou une liste de vidéos à voir. Voilà, okay. C'est ça. Merci beaucoup pour votre présence. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, histoire de clôturer ce podcast? Abonnez-vous à notre Instagram. Suivez-nous sur Insta. Suivez-nous sur Vipli. Venez à nos événements. C'est cool, en vrai, on est cool, on est gentils, on sourit. Ouais, on est plutôt sympa en vrai. Et si vous sentez de rejoindre le club, soit vous nous envoyez un DM, ou venez nous voir si vous nous reconnaissez, ou venez aux événements. Enfin voilà, on est toujours prêt à discuter avec tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Et nous nous retrouvons prochainement sur Radio ECAM pour la suite des événements. Bye bye. Merci Zoé, Alexandre, Romane et Carole. Maintenant, on vous propose d'écouter la chanson Starting Fire du groupe de Barthélemy Labat, constitué d'anciens écamiens, et on espère qu'elle vous plaira. Bonne écoute et à la semaine prochaine.
started fire when we're growing. I see the light burn in my eyes. You told me not to fight against it, but now I see it was a lie. And all the things you never could explain, and everything you never ever blamed. And now I'm coming right to you. The sky, I don't know where I'm going, but I need you now. Need a paper and a pen to write my fate. Feel the lyrics, the beat as it sting. I will punch you in the face, now that's my thing. 3 minutes with me on the ring. You be calling for help and begging as I say, coming right to you. Yeah, it is true, yeah, I'm coming right to you. The things that you were doing, now you can't tell me no lies. I saw my homies that were playing deep blues rhythm through the night. I'm gonna put back my jacket, yeah, all together rock it, yeah. If you really want it, yeah, you gonna have it. Oh no, you can't fake it, you just gotta face it. Now we're running far away.